Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission Emploi RH, toute l'actualité du lundi au vendredi avec vos rubriques habituelles. Vous les connaissez, en première ligne, une femme chef d'entreprise et maman. Comment Eh bien, ces Wonder Woman ont géré la crise Covid. Elle nous racontera son expérience dans quelques instants. Working Progress et les invités de Welcome to the Jungle. Certaines entreprises ont déjà fait le choix de la semaine des 4 jours. On a parlé des 35 heures. Elle passe donc à 32 heures. On fera le point avec l'une d'entre elles. Le cercle RH, notre débat, le télétravail. Le gouvernement monte le ton et demande aux entreprises d'appliquer la règle des 5 jours. Le full remote en télétravail, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Que se passe-t-il? Est-ce la faute des entreprises? Est-ce que les salariés ne sont pas prêts? On fera le point dans quelques instants avec mes invités pour ce débat. Il y aura le secrétaire d'État justement en charge de ce dossier. En première ligne, ceux et celles qui ont géré un premier confinement, puis un deuxième. Ils sont des RH, ils sont chefs d'entreprise. Ils ont monté leur entreprise. Chloé Fournier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous faites partie de ceux qui sont et qui ont été et qui sont en première ligne. Vous êtes la fondatrice et la CEO de Wellkeys, je l'ai bien dit, oui, qui est un service de gestion et de conciergerie dédié aux locations courtes et moyennes durées. D'un mot, qu'est-ce que vous faites dans votre entreprise avant que vous nous racontiez votre histoire ? Notre activité. Votre activité. Alors, on accompagne en fait des propriétaires dans la gestion de leurs biens, que ce soit leur résidence principale ou secondaire, pour gérer en fait toute la commercialisation et la gestion des séjours de leurs voyageurs. D'accord. Voilà. Donc, quand vous décidez de mettre en location votre bien, on s'occupe de tout. De A à Z. De A à Z. Vous n'avez rien à faire. Exactement. Vous nous confiez vos clés et on va gérer la commercialisation. La sortie, l'entrée, l'état des lieux, j'imagine. Les photos professionnelles, la gestion des prix, la gestion des réponses aux voyageurs, absolument tout. Alors vous, Chloé, on vous a invité parce que je dirais, d'abord vous êtes une femme, chef d'entreprise, c'est formidable. Et puis à ce moment-là, dans ce premier confinement, vous attendiez un enfant. Oui, tout à fait. Donc il y a plein de choses qui se passent à ce moment-là. Il y a cette chape de plomb qui vous tombe dessus parce que c'est le confinement, tout le monde est à l'arrêt, tout s'arrête. Je croyais l'enfant. Non, c'est un bonheur. Oui. Et en même temps, la gestion de cet enfant qui va arriver, comment vous avez géré ? Alors, c'était mon deuxième enfant. Deuxième, vous avez une petite habitude déjà. J'avais déjà une petite habitude et contrairement à ma première grossesse qui avait été un petit peu mouvementée, etc., là, c'était bien cadré, bien organisé. Le confinement, en fait, ce qui a été difficile à gérer, c'était tout le changement d'un coup de travail, effectivement, de mettre en place du télétravail, être capable de gérer... Déjà de gérer à distance. Alors, on a la chance en fait d'avoir une société qui est assez, je dirais, dans l'esprit du télétravail déjà, et on était déjà pas mal habitués à un travail en projet, à un travail, je dirais, qui pouvait se faire à distance. L'activité d'ailleurs se fait à distance, en partie. Alors nous, c'est particulier, c'est-à-dire que l'activité du siège, elle se fait à distance, c'est-à-dire toute la partie commercialisation en ligne et puis gestion et coordination se fait à distance. En revanche, on a des opérationnels terrain pour qui l'activité s'est complètement arrêtée. Où là, c'était un petit peu plus difficile à gérer. Donc, c'était un vrai travail de motivation des équipes sur place et de leur remonter un petit peu le moral en disant ça va passer, on va s'en sortir, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une chef d'entreprise qui est une jeune entreprise Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous dites, je suis découragé, on ne va pas y arriver, c'est terrible. Vous passez des heures au téléphone. Il y a un moment donné, on est sur une forme de ligne de crête, pour reprendre cette vieille expression. Oui, alors moi, j'ai lancé mon entreprise en 2015. Donc, jeune entreprise. Jeune entreprise, mais ça fait déjà, du coup, ça faisait 5 ans cette année, et je suis passée par des choses plus difficiles que ça. Alors, enfin, je veux dire, c'était un vrai coup dur pour notre activité, parce qu'on est une activité qui est vraiment très liée au tourisme. Ah oui. Mais je veux dire, j'étais pas découragée. Il y a des solutions qui existent. Je veux dire, le gouvernement a été assez quand même réactif sur l'accompagnement. Oui, sur plein de points. On a fait un PGE, on a pu mettre en place de l'activité partielle qui a allégé nos charges et préservé notre trésorerie. Enfin, il y a plein de choses qui ont été mises en place. Ce qui, en fait, quand on regarde le gros du travail à faire, c'est un côté un peu montagne, mais en fait, quand on le prend étape par étape, on avance, quoi. Et une angoisse de la maman qui se dit, mais moi je suis en train d'encaisser un stress, mais j'ai aussi besoin, moi, de me retrouver dans une forme de sérénité pour préparer cette grossesse. Est-ce que ça rentre en ligne de compte, ou vous étiez la tête dans le guidon en disant, je sauve ma boîte, quoi? Non. Alors, moi j'ai la chance d'avoir une équipe
derrière moi, et notamment un associé qui est extraordinaire, qui s'appelle Jean-Robert, et qui... c'est Jean-Robert. Jean-Robert Gibard, exactement, qui a une grande expérience derrière lui. C'est quelqu'un qui a 61 ans, et qui a déjà fait ça. Qui est posé, exactement. Voilà. Et qui me dit, Chloé, calme-toi. Et donc qui est là aussi pour me rassurer et puis pour m'accompagner qui était vraiment là pour m'accompagner dans toute cette transition. Et c'était très très important. Comment on réoriente une activité? Vous le disiez, conciergerie, on vous donne les clés de A à Z, c'est du tourisme, il y a des gens qui vont louer une maison. Oui. Vous permettez aux propriétaires de se décharger des contraintes qui sont parfois un peu lourdes. Comment on réoriente sa boîte dans ces conditions? Alors, on cherche des nouvelles offres. Alors nous, on a mis en place une offre qu'on appelle du télétravel. Du télétravel, c'est... Vous êtes à la mode, c'est très à la mode en ce moment, le télé. Oui, mais parce qu'en fait, c'est très lié à notre activité. C'est-à-dire que nous, on faisait beaucoup de courtes durées, donc du 2 nuitées jusqu'à 30 nuitées. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens qui cherchaient à télétravailler ailleurs que chez eux. On l'a vu là. Exactement. Et donc nous, on a la chance d'avoir 30% de notre activité qui est à Paris, mais le reste ailleurs en France. Donc on est présent dans 30 destinations à peu près. Et on a eu plein de demandes en fait de séjours plus longs. Donc qui dépassaient les 6 mois, 3 mois. Oui, entre 1 et 9 mois à peu près. On pose son ordi, on s'installe. Exactement. On pose son ordi, sa brosse à dents et on est avec une connexion Wi-Fi nickel en télétravail. Ce qui est intéressant dans le contexte dans lequel on est, et vous devez vous poser la même question, c'est un peu comme l'élastique qu'on tire, il ne revient jamais à l'endroit où on l'a vraiment tiré au départ. Pour vous, c'est une source de développement. Vous partez du principe que avec ce confinement, on est en train de changer d'esprit. Les collaborateurs changent leur façon de regarder le travail. Oui, je pense que c'est un petit peu comme dans toute crise. Ça met fin à des choses, mais ça crée aussi de nouvelles opportunités. Ça, c'est le cas. Moi, je considère qu'on ne va pas abandonner notre core business qui est la courte durée. Simplement, ça va nous permettre de réorienter et puis de développer cette nouvelle offre de moyenne durée qui, aujourd'hui, concrètement, nous génère du chiffre. Là aujourd'hui, avant de nous quitter, Chloé, alors votre deuxième enfant est né. Oui. Donc c'est un enfant du confinement, du post-confinement 1, c'est ça. Il s'inscrit dans une période particulière. Oui. L'activité, elle en est où là de votre activité? Vous avez perdu? Vous avez repris des parts de marché? Alors en fait, on a très bien pendant tout le confinement, le premier confinement, ça s'est arrêté net pendant les mois d'avril-mai. Moi, j'ai accouché le 26 mai. Et en fait, ça a repris assez fort cet été. Mais vous avez dû reprendre très vite. Je vous dis, j'ai une bonne équipe. Donc, je me suis un peu... parce que c'est important. Posée. Et mon équipe, que je remercie beaucoup, qui est très engagée et qui a été formidable pendant tout le confinement. J'imagine qu'en repos, vous aviez votre téléphone portable un peu connecté quand même. Vous n'allez pas dire le contraire. J'étais là pour regarder ce qui se passait. Mais je veux dire, opérationnellement parlant, j'étais moins présente. Mais en tout cas, on a réussi. La question... c'est comment vous réorientez vos activités? Parce qu'il y a une vraie réflexion à mener là. Tout à fait. Et du coup, donc ça a été assez dur, le premier confinement. Et là, en fait, le deuxième confinement est un petit peu différent parce qu'on y est plus habitué. Les habitudes de télétravail ont vraiment été prises. Donc vous arrivez à conquérir de nouvelles parts de marché là? Oui. Donc ça, c'est important. On a très bien fonctionné cet été. En septembre, octobre, c'était plus difficile. Là, nous, on est sur la montagne. Donc on booste la montagne à fond et on a des réservations qui sont... À condition qu'on puisse partir. Oui, mais les stations vont ouvrir. Autour du 5-10 décembre, elles vont ouvrir, mais enfin, si on ne peut plus se déplacer, Non, mais c'est une question que vous vous posez. C'est une question que forcément vous dites, je jette la pièce, quoi. Soit on peut partir, soit on ne part pas. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait. Bon. Eh bien, écoutez, on attend le 10 décembre avec impatience pour ceux qui aiment la montagne, ce qui est mon cas. Merci Chloé Fournier, maman, mais surtout chef d'entreprise, pas surtout d'ailleurs, maman et chef d'entreprise à la tête de Wellkeys, ce service de conciergerie. Vous nous avez expliqué vos activités réorientées avec un moment comme ça, un petit peu de tension à travers ces 2 confinements. Merci Chloé d'être venue sur le plateau. La suite de nos programmes, c'est Working Progress. Vous connaissez notre rendez-vous, ce sont les invités de Welcome to the Jungle. On les découvre tout de suite. Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle. Working Progress, notre rubrique avec les invités de Welcome to the Jungle, comme chaque jour, avec Jérémy Cléda aujourd'hui, cofondateur de Welcome to the Jungle. Bonjour Jérémy, j'espère que vous allez bien. Cette semaine des 4 jours, c'est intéressant parce qu'on avait fait une émission sur les 35 heures, puisqu'on fêtait les 20 ans des 35 heures, avec tout ce débat de création d'emplois. Vous
d'ailleurs Welcome me semble-t-il, et d'autres entreprises ont fait le choix de la semaine des 4 jours, ce qui revient à faire la semaine des 32 heures, pour le dire simplement. Et vous aviez envie d'en parler parce que ça vous implique très précisément, et puis votre invité s'y est mis aussi. Oui, exactement. C'est sûr que c'est un sujet qui nous est cher. On a passé Welcome to the Jungle la semaine des 4 jours, donc des 32 heures, il y a 1 an et demi. Donc c'est très précurseur. Précurseur non, d'ailleurs, et on va le voir par rapport à d'autres, parce qu'il y en a certains même qui l'ont fait il y a au moins 20-25 ans. Mais on va en parler ensemble. En tout cas, c'est un sujet intéressant, en particulier d'ailleurs en ce moment où le sujet de l'équilibre personnel des gens est clé. Il y a eu beaucoup de tests, c'était fait en Nouvelle-Zélande, Microsoft a fait ça au Japon. On voit que ça a des impacts extrêmement intéressants, des gains de productivité. Donc est-ce que le sujet, c'est peut-être travailler moins, mais travailler mieux, plus efficace et plus en accord avec ce que les gens attendent aujourd'hui? C'est un peu la question. Et on va en parler avec Olivier Salès. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Love Radius. En un mot, vous concevez des produits, des porte-bébés, on parlait de maternité juste avant, c'est très bien. Vous avez peut-être une cliente sur le plateau. Des écharpes de portage pour les parents. Et vous, ce sujet, vous le connaissez bien, puisque depuis 2016, vous avez mis en place la semaine de 4 jours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, à cette époque, vous avez décidé de faire ce choix qui est vu encore quand même de manière très radicale par certains? Alors, la genèse, c'est qu'en fait, c'était tombé durant un mois de mai où il y a eu beaucoup de ponts qui étaient soit avant ou soit après le week-end, le lundi et le vendredi typiquement. Et à la fin de ces 6 semaines à peu près, où on passe ces moments chaque année de ponts, je me disais, oh là là, ça a dû être compliqué en fait. Je fais un point avec tout le monde en disant que c'était pas trop pénible là, ces semaines où le travail, il y avait moins de disponibilité. Et puis, tout le monde a dit non, c'était parfait. Bien entendu aussi, tout le monde a naturellement adapté son travail, est venu plus tôt à certains moments, est parti un peu plus tard, et du coup avait naturellement adapter ses horaires personnellement pour que ça puisse fonctionner en fait. Il faut dire que nous on a une façon de travailler où les gens sont extrêmement autonomes et en effet ils peuvent venir plutôt s'ils pensent que c'est ce qu'il faut faire et ils ont raison. Et du coup je me suis dit mais en fait ce serait complètement débile d'arrêter ça fonctionne très bien et on va essayer de faire ça, on va essayer un mois pour voir. Et puis j'avais relu dans les mêmes jours à peu près une newsletter de Basecamp qui est une entreprise américaine qui fait que du remote. Donc, a écrit le livre Rework et Remote, en l'occurrence. Et je l'avais déjà vu, cette interview, puis je me suis dit, ouais, c'était pas trop, on peut pas trop le faire. Et là, en relisant ça en même temps, je sais plus, à quelques heures ou jours, je me dis, en fait, si, on peut le faire, ça vient d'être fait, finalement. Donc, mais ça n'a jamais été prémédité, finalement. D'accord. Ça a été une réaction à quelque chose que l'équipe a fait par elle-même. Et du coup, après, on l'a standardisé, finalement, et on a pu l'appliquer. Ça, c'est la genèse. Donc vous avez sauté le pas. Peut-être un mot, comment on réagit les équipes? On imagine que, je sais pas, un lundi matin, on se réunit ensemble, vous annoncez ça. Nous, par exemple, on a vu chez Welcome to Jungle, la réaction était très positive au début, puis après il y a eu aussi un peu d'anxiété, un peu de stress. Comment ça s'est passé? Et d'ailleurs, comment vous avez vu le sujet évoluer aussi dans l'attente des gens? Alors il n'y a pas eu d'anxiété, ça dépend. Ce qui peut arriver, c'est que les gens ne peuvent pas comprendre. Ils disent, elle est où l'embrouille en fait? Donc il faut bien dire oui. Alors vous allez le contrat de travail ne change pas. Éventuellement, on fait un avenant pour être en règle avec l'assurance professionnelle, etc., en expliquant qu'il y a une dispense pour préciser, Olivier, les vendredis. Oui. Pour préciser, on est bien d'accord, vous êtes resté au même niveau de salaire que à 5 jours. C'est là où je dis attention. C'est un détail important. On n'est pas en train de parler d'aménagement des horaires, on n'est pas en train de parler de nombre d'heures. Non, vous êtes toujours sur la même base horaire. C'était 39, ça reste 39. C'était 35, ça reste 35. Et puis, vous êtes dispensé de venir. Si vous voulez venir, vous venez à la rigueur. Voilà. Mais sinon, vous êtes dispensé de venir officiellement. C'est ça ce qui nous cadre, nous, après, avec l'URSSAF, avec la sécurité du travail, etc. Et donc, il y avait, une fois que c'est très clair, non, il n'y a pas vraiment d'embrouille finalement. On sait qu'on a un travail à effectuer à court terme, à la semaine par exemple, et on va l'effectuer. Et vous, votre particularité, Olivier, par exemple, c'est que cette semaine de 4 jours, vous ne la pratiquez pas toute l'année, si j'ai bien compris, c'est une partie de l'année. D'ailleurs, vous parlez de Basecamp eux aussi. Basecamp, d'ailleurs, qui est une pratique assez américaine, ils le font l'été, où ils considèrent qu'ils ont un peu moins d'activité. Comment ça fonctionne par exemple, vous avez une période à 5 jours, vous passez à 4, est-ce que les gens sont à l'aise là-dessus Du mois de mai au mois de septembre. Alors l'intérêt de ça, c'est que d'une, il y a des saisons et des ensoleillements qui ne sont pas les mêmes au mois de mai ou septembre qu'en ce moment, par exemple. Et c'est vrai qu'en ce moment, se taper un vendredi libre, c'est génial, certes, mais bon,
on a plus en termes de biodynamisme, on se rend un petit peu plus compte qu'on a envie d'être dehors et d'être actif et de sortir quand c'est l'ensoleillement, quand c'est l'été. Donc ça, c'est une façon de l'expliquer. Une autre façon, c'est de créer du contraste et de créer des changements de dynamique pour un peu se rappeler aussi de ce qu'on a, de ce qu'on n'a pas, et pour créer ces moments de réadaptation 2 fois par an au moins, et de changement. Le contraste, c'est un mot qui est important parce qu'en général, sinon, on s'habitue tout simplement, en fait, et on s'encroute, que ce soit dans l'un ou dans l'autre. On va s'encrouter dans les 5 jours par semaine, dans les 4 jours par semaine. Et l'intérêt de la fin de la période, quand on arrive au mois de septembre et que c'est plus 4 jours par semaine, c'est que tout d'un coup, on se retrouve avec un jour en plus de travail. Et ça, c'est quand même sympathique parce que on est tous, je pense, servis au même régime. C'est-à-dire qu'on a tous un manque de temps à un moment. On aimerait bien faire plus de choses, mais on ne peut pas parce qu'il faut rentrer chez soi, parce que c'est le week-end, parce que, etc., etc. Et là, l'intérêt, c'est qu'on peut repartir, quand on est en septembre, sur des projets parfois un peu plus long terme ou un peu moins présents ou quotidiens ou urgents, parce qu'on a ce jour en plus. Et en effet, quand on va être dans la semaine de 4 jours, on va être un peu plus focus, beaucoup plus concentré sur des projets peut-être un peu plus courants et surtout sur une adaptation de sa façon de travailler qui va être plus cash, plus direct. On va faire moins de pauses, moins rigoler peut-être, moins faire de blagues pendant des heures. Et par contre, on va rentrer chez soi plus tôt, quoi, et avoir plus de temps. Olivier, c'est passionnant ce que vous racontez. Est-ce que vous vous sentez, vous... Comment vous regardez le mot patronat, espèce de relation comme ça qu'a le patron au salarié, l'obligation, le rapport subordination, tous ces mots qui finalement font peur aux salariés et les agacent? Ça fait peur aux salariés, ça fait peur au patron aussi. Enfin, moi, il m'a fallu 2 thérapies pour pouvoir être un patron avec des guillemets. C'est ça. Et je ne sais pas si je suis un patron en l'occurrence, et j'ai beaucoup de mal avec ça. C'est-à-dire que ça reste un système de valeurs sur lequel tout le monde est plus ou moins en accord depuis une centaine d'années sur le fait qu'on est obligé de travailler pour une structure, qu'une personne va incarner ceci pour l'organiser à juste titre. Et on se retrouve avec un pouvoir de contraintes temporelles sur les gens et de lieux, en fait. Et c'est en soi complètement absurde, en fait, quand on prend un peu de recul. Mais bon, la société est structurée comme ça. Moi, j'aurais du mal à changer ça. Et je ne suis absolument pas un porte-drapeau. Je ne suis pas un représentant ni de quelconque syndicat ou CPME ou je ne sais quoi. J'ai rien contre ces gens-là, absolument pas. Ils m'aident beaucoup dans plein de sujets, je veux dire. Mais moi, je parle en mon nom parce que, et en nom de la structure, parce qu'on est structuré d'une façon quand même assez spécifique et singulière. Et les gens adhèrent au projet, en fait. Et je pense que c'est des choses qui sont possibles quand les gens comprennent pourquoi ils travaillent et qui sont quand même un minimum... 2 thérapies quand même, hein. C'est pas rien quand même, hein, dans la vie d'un homme. Il y avait d'autres sujets au passage, je veux dire, mais c'est pas évident, en fait. Et on peut vite tomber, à mon avis, dans le côté démagogique aussi. Il faut faire très attention en disant, oui, semaine de 4 jours, on va vous donner des... Non, on donne rien du tout, en vrai, en fait. Il n'y a pas de... En tout cas, moi, je fais très attention à ne pas avoir ce côté, justement, paternaliste et le mec donne des choses. Bah non, je donne rien, c'est pas un cadeau, en fait. Et encore une fois, ça a été en réaction parce que les collaborateurs ont eux-mêmes automatiquement, finalement, et par bon sens, adapté leur travail parce qu'ils sont au centre de leur travail et que du coup, ils l'ont fait. Donc moi, j'ai rien donné. C'était juste, bah non, ça fonctionne bien, on continue, en fait. C'est plus de s'effacer justement et d'avoir un système de management en place qui permet que ces choses existent. Et c'est surtout une façon super concrète de dire aux gens, tenez, de rendre quelque chose qu'on ne pourra pas forcément rendre financièrement parce que si on fait le calcul, par exemple, ça fait 17,3 jours de temps personnel annuel qui sont payés, mais sans présence. Donc sur notre effectif, en l'occurrence, ça fait 1800 heures, ça fait l'équivalent de 10 mois. Moi, je ne peux pas payer 10 mois de masse salariale avec des charges pour faire des cadeaux, en fait. Ce ne serait pas possible. C'est en l'occurrence possible sous forme de temporalité qu'on offre. Donc ça, c'est un sujet intéressant. Et un des trucs qui m'intéresse bien aussi, qui me plaît, c'est un côté extrêmement égal. C'est-à-dire que tout le monde est au même niveau. Peu importe le salaire, à un moment, on a les mêmes nombres d'heures par jour. Et finalement, dernière question. D'ailleurs, Olivier, une dernière question là-dessus. Vous parlez d'avantages. Un mot, est-ce que c'est aussi une occasion pour vous peut-être d'être plus attractif sur le marché du recrutement, travailler cette marque employeur? C'est tellement radical comme option Non, c'est une façon pour moi de, quand je reçois des mails le jour après un interview, c'est un mauvais signe en fait. D'accord. Vous recevez des mails en disant j'ai vu que vous travaillez 4 jours, j'ai très envie de venir. Ouais, bah non, c'est mal compris en fait. C'est un truc qui vient, enfin ça vient en plus finalement. On ne vient pas pour ça, si on vient pour ça. Alors, j'exagère un peu bien entendu, mais je fais
pas ça pour ça, en l'occurrence. Et ça vient en plus, et surtout ça vient parce que les gens le font, quoi, et parce qu'on arrive à s'adapter, nous, à faire que les gens arrivent à mentaliser un objectif. Merci. C'est très facile à faire, voilà. Merci Olivier pour la passion que vous transmettez, même en visio, parce qu'il y a vraiment de la passion. Vous êtes en train un peu de dynamiter finalement les concepts voilà, du patron, une forme d'horizontalité qui est passionnante. C'est-à-dire, je ne sais pas si Jérémy reçoit plus de mails quand il communique sur la semaine des 4 jours. Et vous aussi, vous êtes réticent à recevoir. Exactement. C'est pas très bon signe. La raison me semble pas très bonne. Voilà. C'est dit. La suite de nos programmes, Travailler demain, toujours avec Jérémy Cléda. Et vous allez voir, on change de sujet, mais on reste sur le recyclage, l'économie circulaire. On en parle et c'est tout de suite. Travailler demain, toujours avec Jérémy Cléda et son invité. On reste, Jérémy, c'est intéressant, c'est une entreprise qui fait de l'économie circulaire. On l'avait reçue d'ailleurs il y a quelques mois, en juillet dernier, ici sur ce plateau. Et cette entreprise, elle, vous en parliez tout à l'heure, c'est elle qui a démarré bien avant tout le monde, bien avant Welcome. Oui, on parlait de la semaine de 4 jours et peut-être que parfois on se dit oui, il y a des sociétés récemment qui l'ont mis en place et qui sont précurseurs, pas du tout. On va en parler avec Susanna Mendes. Bonjour. Vous êtes la secrétaire, je vous cherchais. Oui, c'est ça. Mais là... Vous apparaissez à plusieurs endroits. Vous êtes la secrétaire générale d'IPREMA, on en parlait, hein, vous êtes spécialisée dans le recyclage des matériaux de construction. Et vous, cette semaine de 4 jours, ça fait pas 1 an ou 2 ans que vous l'avez mis en place, ça fait 22 ans. Et c'est rare d'avoir autant de recul aussi pour analyser ce que certains considèrent comme un sujet très, très récent. Hein. Arnaud, on en parlait juste avant. Vous, est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi vous avez fait ce choix à l'époque et quels bénéfices vous voyez aujourd'hui? Alors, le choix a été fait d'abord pour des questions idéologiques. Le sens de l'histoire va dans la réduction du temps de travail. Et à l'époque, il y avait une loi dite loi de Robien qui permettait aux entreprises, dans le cadre d'un accord offensif, de réduire le temps de travail des salariés et d'augmenter, enfin de créer des emplois. Donc c'est dans cette optique qu'IPREMA a choisi de mettre en place les 35 heures sur 4 jours. Et l'intérêt que l'entreprise y trouvait, c'est paradoxalement, en réduisant le temps de travail de ses salariés, elle permettait d'augmenter le temps de production de l'entreprise. Puisque les salariés sont passés de 39 heures à 35 heures sur 4 jours, on a créé 10% d'emplois et l'entreprise, elle continue à fonctionner sur 5  une Donc de 39 heures, elle est passée à 43 heures de production par semaine. Et justement, quand on vous écoute, je regardais hier une interview de votre dirigeant Claude Prigent à l'époque, qui présentait ça à la télé. On a l'impression que ce discours était très avant-gardiste. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est un discours qui aurait pu d'ailleurs être dit ce matin. Qu'est-ce qui a créé ce décalage? Et les bénéfices dont vous parliez semblent assez forts. Est-ce que selon vous, c'est une réponse aussi à ces sujets sur l'emploi, ces sujets de productivité? Pour certains, ça paraît complètement bizarre de dire que travailler moins, ça permet d'être plus productif. Comment est-ce qu'on peut aussi faire évoluer ces mentalités? Alors, comment les faire évoluer? J'ai pas de solution, mais en tout cas, pour nous, c'était évident. On a fait toutes les simulations et on s'est rendu compte, effectivement, que cette organisation apportait une solution à IPREMA, puisque à l'époque, on n'arrivait pas à produire assez. On tombait régulièrement en rupture de stock de matériaux. Et voilà, donc c'était une solution bénéfique pour les salariés et bénéfique pour l'entreprise, puisque ça nous a permis d'augmenter les temps de production. Et on voulait en profiter pour vous poser la question. C'est une année extrêmement atypique, singulière pour plein de raisons. Vous avez pu aussi vivre la semaine de 4 jours dans ce contexte. Quels en ont été aussi les impacts? On parle beaucoup d'équilibre vie pro, vie perso qui est proposé par ce dispositif. Et est-ce que vos salariés vous ont dit, tiens, avec le confinement, le reconfinement, le contexte extrêmement compliqué qu'on vit, est-ce que la semaine de 4 jours, ça nous permet peut-être de le vivre mieux que ceux qui travaillent 5 jours par semaine de manière plus classique?
Alors, on ne s'est pas focalisé sur la période de confinement. Là, ce qui est sûr, c'est que nous, on a continué notre organisation du temps de travail sur 4 jours. Ouais. Et ce que je peux affirmer, en tout cas, c'est que nos salariés, ils sont très attachés. Pour eux, il n'est même pas envisageable de changer. Oui, ils ne pourraient pas revenir en arrière, c'est sûr. Non. Voilà, c'est une organisation qui est ancrée dans les habitudes de tout à chacun et pour eux, travailler 4 jours, c'est devenu normal. Susanna, juste d'un mot, parce que vous avez commencé l'interview avec Jérémy sur le mot idéologie. Je me permets de le reprendre pour terminer l'interview. Vous faites de l'économie circulaire. Est-ce que le côté avant-gardiste aussi de l'économie circulaire, quand on fait de l'écologie pour sauver la Terre, il faut aussi avoir une forme d'écologie pour faire du bien aux humains. Est-ce qu'il y a de ça dans votre idéologie ? Absolument. Nous, on s'inscrit complètement dans l'idéologie de développement durable. C'est dans l'ADN de l'entreprise. Effectivement, on fait du recyclage, donc on transforme des matériaux de déconstruction en nouvelles matières, en granulats pour être réutilisés sous la route. C'est une activité qui fait vivre l'entreprise depuis plus de 30 ans. Et effectivement, on est tout aussi attaché au bien-être de nos salariés. Merci Susanna Mendes, secrétaire générale d'IPREMA, précurseur parmi les précurseurs il y a 22 ans. Alors précisons qu'on parlait de la semaine des 32 heures. Vous étiez, vous, sur la base de 35 heures sur 4 jours. C'est important de le préciser parce que tout à l'heure, on parlait de la semaine des 32 heures. Et donc il y a quelques petites nuances. Merci à Jérémy Cléda de m'avoir accompagné dans cette séquence Working Progress. On se retrouve bientôt, j'en suis sûr. On fait une courte pause, Jérémy, puis on s'intéresse, alors devinez à quoi, au télétravail. Le gouvernement monte le ton parce que les entreprises ne jouent pas le jeu. Les fameux 5 jours full remote ne sont pas respectés. Comment faire ? Que se passe-t-il ? Est-ce la faute des entreprises ? Y a-t-il des réticences chez les salariés ? On en parle dans quelques instants avec justement le ministre en charge de ces questions et des experts de ce dossier. Restez avec nous. Le cercle RH, notre débat quotidien avec un sujet, le télétravail et le ton monte entre le gouvernement et les entreprises. Alors il y a une étude, on va la voir à Harris Interactive la semaine dernière pour savoir ce qui se passe vraiment dans les entreprises, des articles de presse, Elisabeth Borne qui se déplace dans des entreprises AXA pour ne pas la citer pour voir concrètement ce qui se passe. Que se passe-t-il exactement ? Est-ce que les salariés respectent bien les 5 jours de télétravail ? Pas sûr, quand on examine ce sondage Harris. Est-ce la faute des entreprises qui ne jouent pas le jeu, qui traînent des pieds, ou est-ce qu'il y a des salariés aussi qui sont très heureux de revenir dans leur entreprise parce que c'est important pour eux, parce que ça crée du lien social, parce que l'entreprise c'est un peu leur lieu de vie et qu'ils ont besoin de l'entreprise. C'est compliqué parce que ce soir Jean Castex va parler et on va serrer la vis sur les déplacements, les Français ne doivent plus se déplacer et je suis sûr, d'après mes informations, qu'il va parler de cette question du télétravail. Avec nous, peut-être nous éclairera-t-il dans quelques instants, Laurent Pietraszewski. Merci d'être avec nous. Bonjour. Et d'avoir répondu à notre invitation. Vous étiez venu il y a quelques semaines parler de ce sujet. Secrétaire d'État auprès de la ministre du Travail, Elisabeth Borne, en charge de l'emploi, de l'insertion et des retraites. Alors c'est un sujet qui est un peu mis sur le côté. On va parler évidemment du télétravail avec cette étude Harris Interactive qui a été commandée justement par le ministère du Travail. Audrey Richard est à ma gauche, présidente de l'Association nationale des DRH. Merci d'être avec nous. Bonjour. Association nationale des DRH, c'est 5000 membres à peu près. Vous êtes en train de faire les calculs. Si mon doigt me dit que c'est presque plus de 10 millions de salariés concernés. Donc, c'est ça. Et ce qui est important aussi de souligner, c'est que nos membres font partie de petites, moyennes et grosses entreprises réparties sur tout le territoire national. C'est donc, important. Quand on a des informations, on a des informations du terrain et sur l'ensemble du territoire. Je précise que vous êtes vous-même DRH, parce que tous ceux qui sont membres de votre association sont des DRH. Vous êtes opérationnels sur le terrain. Juliette Funès, merci d'être avec nous. On est ravis de vous accueillir. Philosophe, conférencière. Votre dernier livre, alors vous vous projetez déjà dans l'après-Covid, vous dites on vit une crise incroyable, il faut déjà penser le monde de demain. Non, vous moi je ne me suis pas mouillée, je me suis dit non, pour l'instant on ne va pas se projeter, pensons le présent, ça me suffit déjà, j'ai déjà beaucoup de mal à penser le présent. Bon, ça commence très mal. Pas m'aventurer. Je cite votre livre quand même, Ce qui changerait tout sans rien changer, édition de l'Observatoire. Alors en 2019, il y a eu la vie de bureau, parce qu'on ne le sait pas, on ne le dit pas assez, vous avez été chasseuse de tête. Oui, j'ai commencé à travailler en entreprise, c'est pour ça qu'après j'ai voulu appliquer la philosophie au monde de l'entreprise, puisque j'y avais vécu une
une dizaine d'années en tant que salarié et que j'avais vu des choses formidables et puis des absurdités comme partout. Et puis le livre avec Nicolas Bouzou, où là vous parliez un peu de l'absurdité du monde du travail, parce que ça fera écho d'ailleurs au débat qu'on va avoir. Laurent Péjarczewski, il y a eu cette étude Harris Interactive, il y a eu des reportages à la télévision de salariés, caméra cachée, qui ne voulaient pas se dévoiler, qui disaient, moi, mon employeur m'a clairement dit, je refuse que tu sois en télétravail, j'exige que tu reviennes. Il y a eu Total, d'une manière plus fine, qui dans la tour Total, quartier un peu désert d'ailleurs, la Défense, a dit, mais non, pour des raisons de lien social, il faut revenir... Bon, c'était évidemment pas que pour des raisons de lien social. Est-ce que vous tapez du poing sur la table? Parce qu'en termes d'obligation, vous avez peu de pouvoir. Vous ne pouvez pas obliger les entreprises. Arnaud Ardouin, redisons les choses tranquillement. Vous évoquez le sondage Harris qui est sorti il y a quelques heures. Il nous permet de voir quoi? Que la grande majorité des entreprises a entendu le message du gouvernement et que nous avons aujourd'hui une situation du télétravail qui progresse dans notre pays. On télétravaille aujourd'hui 3 jours sur 7 et 2 jours sur 7 la semaine dernière, donc on voit bien qu'on progresse. C'est pas assez, hein, vous êtes d'accord? Et on voit bien qu'on progresse et on voit bien aussi qu'il y a une diversité réelle des activités dans notre pays. Il y a des métiers que l'on peut télétravailler et d'autres pas. Donc on passe de 2-7 à 3-7. Le message gouvernemental, si je l'ai bien entendu, c'est du full remote, c'est 5 jours. Côté ANDRH, c'est vrai qu'on a envie de vous la poser un peu cash, la question. Est-ce qu'il y a des vilains petits canards au sein de votre structure, parce que vous avez évidemment un lien très très proche avec eux, qui vous disent, bah moi, j'ai pas envie, le télétravail, j'y crois pas. Je veux mes salariés dans ma boîte. Alors, on a, au sein de la NDRH, réalisé une enquête et on est en échange permanent avec nos DRH. Globalement, et c'est ce que vous soulignez, hein, globalement, la majorité des entreprises, la majorité des DRH, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est bien de la responsabilité du DRH que d'assurer la santé et sécurité sur le lieu de travail. Donc la majorité des DRH ont appliqué les dispositifs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tenu compte de ce qui s'est passé sur le confinement numéro 1. Eh oui. Où là, c'était très, très restrictif. Et on s'est rendu compte que certaines personnes vivaient mal l'isolement total. Et donc, sur le confinement numéro 2, ce qu'on vit aujourd'hui, on a cette souplesse et on permet au sein des entreprises, quand nous, RH, nous détectons des collaborateurs en isolement ou sur d'autres problématiques, nous les autorisons à revenir sur site. Avec des règles, j'imagine, parce que si ce collaborateur doit prendre des transports en commun, c'est ça la question qui est posée par les règles sanitaires. C'est intéressant d'entendre aussi Audrey Richard, parce qu'elle nous remontre la vie du terrain, ce qu'elle entend. D'abord, elle rappelle une chose, c'est que c'est une responsabilité d'employeur d'assurer la sécurité et la santé des salariés. Et très souvent, les RH sont ceux qui portent la délégation de pouvoir, hein, on va le dire en la matière. Et qui le disent à leur patron. Ils savent bien ce que c'est que d'engager la responsabilité de l'employeur parce qu'ils engagent la leur. Donc ça, c'est quand même des points qu'il faut rappeler. Qu'est-ce qu'on entend en écoutant Audrey Richard? D'abord qu'il y a une réalité, c'est que les employeurs respectent ce qu'a demandé le gouvernement, mais aussi parce que c'est le rôle des employeurs, ils doivent assurer la protection du salarié et veiller à la santé mentale et physique des salariés. Et donc, effectivement, on entend que dans certains cas, je l'ai entendu dans mes déplacements récemment et encore chez AXA dernière visite de la ministre. Oui, absolument. De ma part. Et de la vôtre? Oui, de ma part. Ouais. Mais parce qu'Elisabeth Borne avait autre chose à faire. Été sur d'autres entreprises. Moi, j'étais chez AXA. On voit bien qu'effectivement, il y a une attention particulière à porter effectivement à la situation de chacun. Parce qu'on peut avoir des situations où effectivement on se sent isolé, on se sent un petit peu de côté lorsqu'on est chez soi tout seul dans des conditions qui ne sont pas... Donc là, vous autorisez à le faire revenir. Et donc on entend qu'il peut y avoir des situations exceptionnelles où certains DRH ont pris des décisions individuellement pour assurer la protection de la santé mentale des uns et des autres. Mais vous savez, assurer la protection de la santé mentale, c'est aussi tout simplement appeler ses collègues, ses collaborateurs, créer les conditions de l'échange. Il y a des outils digitaux, mais vous savez, le téléphone, ça fonctionne très bien. Hein. Les apéros digitaux, les rencontres, et un certain nombre... On est obligé de faire que des apéros, moi je ne suis pas... Non, mais j'évoquais les apéros. Attends, juste, Juliette Funès, vous qui observez de très près la vie de l'entreprise, qui voyez son évolution à travers... Comment vous regardez ce débat sur le télétravail? C'est très frappant, en tout cas, d'observer qu'il y a eu une inversion de valeur totale. C'est-à-dire que le premier confinement 1, les salariés étaient
dans un engouement fort pour le télétravail qui se généralisait, qui se massifiait, c'était une libération, et le patronat qui était quand même assez réfractaire encore, parce que perte de contrôle, pour 1000 raisons bien légitimes. Et confinement 2, c'est des salariés qui ont plutôt envie de revenir, parce qu'ils voient évidemment les inconvénients du travail à la maison, etc. Et les patrons et les dirigeants qui poussent à rester en télétravail. Donc il y a totalement une inversion, c'est comme un balancier, si vous voulez, qui passe d'un extrême à l'autre, et ça s'explique évidemment par plusieurs raisons. Une question un peu plus politique, parce que quand on s'y intéresse, le patron de la CGT, ce matin, sur une chaîne concurrente, s'accroche toujours à son accord, son ANI, national interprofessionnel. Il dit il n'y a pas de cadre, il faut le créer, le dernier date de 2005. Moi j'ai lu quand même que les syndicats patronaux et salariaux, pour des raisons diverses d'ailleurs et différentes, étaient un peu des alliés dans ce dossier et finalement ne jouaient pas le jeu sur les questions du télétravail. Est-ce que vous le confirmez? Vous qui les rencontrez régulièrement. Oui, c'est vrai, je les rencontre régulièrement et d'ailleurs c'est important aussi de maintenir ce dialogue social avec les confédérations. Sur le sujet du télétravail, distinguons deux choses. Julia de Funès a un peu initié ce débat. Il y a sur le fond une réalité exceptionnelle. La situation sanitaire de notre pays est inquiétante. Plus de 470 morts. Elle s'améliore, dit-on aujourd'hui, non? Ça va mieux? Elle s'améliore à la marge. À la marge, disons les choses. Nous avons plusieurs dizaines de milliers de détections de cas par jour. Regardons clairement les choses. Eh bien, le télétravail est un pilier de la lutte contre cette pandémie. Et ça, c'est un élément qu'il faut avoir clairement en tête. Donc j'ai bien conscience, je l'ai dit sur un hebdo cette semaine, j'ai bien conscience que se retrouver seul, peut-être sur une chaise, vous voyez, les chaises que nous utilisons ici, peut-être sont pas non plus très confortables. Et moi, j'entends bien quand on est sur qu'est-ce que vous avez contre nos chaises? Un tabouret sur un bout de table, c'est sans doute pas aussi pratique pour travailler. Mais il faut se dire que c'est une situation exceptionnelle. Et là, je demande à tout le monde de faire des efforts. Et je vois que les entreprises, comme les salariés, font des efforts. Et puis, il y a votre question, qui est, effectivement... les partenaires sociaux. Quid du télétravail en situation, en rythme de croisière? Quid de cette nouvelle organisation du travail où les praticiens en ressources humaines, où les philosophes qui connaissent la vie de l'entreprise, eh bien, ont débattu. Mais les partenaires sociaux ont la main. Moi, j'appelle de mes voeux à ce qu'ils arrivent à un accord parce que le télétravail, c'est une nouvelle forme d'organisation du travail. Un accord, un ANI, donc, vous êtes favorable. Qui peut être encadré. Eh bien, je crois qu'à chaque fois que les partenaires sociaux réussissent à trouver un accord via un ANI, vous savez, on y gagne en sérénité dans notre pays. Il y a deux sujets. Il y a l'aspect sociologique avec une inversion. Il y a quand même une étude Harris qui n'a pas été commandée par le ministère du Travail. 60% des salariés disaient « moi je trouvais ça bien » et cette étude montre qu'il y a eu plus 20% de ceux qui ont pratiqué le télétravail qui ont dit « moi je suis super bien dans le télétravail ». Est-ce qu'on n'est pas dans un effet loupe sur des cas particuliers de gens seuls, de gens isolés, et que la grande majorité des collaborateurs, quand vous parlez avec eux, ça peut être des amis d'ailleurs, vous disent « moi je suis très très bien dans le télétravail, je m'y sens bien, c'est bien ». C'est une force qui va, le télétravail, contre laquelle il est de toute façon vain de lutter. C'est un progrès, c'est une libération psychologique, c'est une libération spatiale, une libération temporelle. Donc pour moi, il y a énormément de bienfaits au télétravail. Il y a des inconvénients, certes, mais en tout cas, c'est quelque chose qui se généralise et que la majorité des salariés plébiscitent, c'est vrai. Ce serait une erreur de juger de l'essence du télétravail à partir de la circonstance du confinement. Là, le problème, c'est qu'on juge le télétravail et c'est le dégradé, comme on l'appelle. C'est un télétravail un peu particulier. Voilà, c'est parce que là, les gens n'ont pas on ne voit pas ses amis, on ne voit pas sa famille, on ne peut pas se balader. Donc évidemment que l'entreprise devient le seul lieu de socialisation, etc. Dans lequel finalement on se réfugie pour trouver... C'est pas le télétravail, encore une fois. Il y a beaucoup d'amalgame avec le télétravail. Le télétravail à terme, c'est pas toujours le télétravail chez soi. Et le télétravail en général, c'est pas le télétravail en temps de confinement. Audrey Richard. Oui, et c'est pour ça aussi qu'il faut l'encadrer. Je reprends ce que vous indiquez. Par un accord syndical? Alors, faut l'encadrer parce que... Alors, je reprends. En effet, les 5 jours sur 5, ce n'est pas la norme, ce n'est recommandé par personne. Et le fait de l'encadrer, vous savez, nous, à la NDRH, tout ce terrain et tous ces DRH nous ont exprimé le fait que pendant ce confinement numéro 1, le dialogue social a été juste extraordinaire parce que tout le monde s'est adapté du côté des organisations syndicales, des IRP, du côté de la direction, pour justement discuter et construire sur la base d'accords. Donc des accords ont été signés sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que les entreprises ont aménagé leur calendrier de négo justement pour aborder le sujet du télétravail.
Et les accords, ils se signent au niveau local. Au niveau des entreprises. Parce que c'est exactement ça. C'est au sein de l'entreprise qu'on connaît le contexte, les enjeux, les contraintes. On sait qui peut télétravailler. Au plus près de la réalité. Et qui ne peut pas télétravailler. Intéressant, le retour du terrain. Ce qui est important, et en tant que DRH, ce qui est important, c'est de garder ce collectif. Et c'est en effet le terrain et l'entreprise dans son cœur qui peut avoir ces réponses. Et ça me semble important, oui, de localiser, d'adapter au plus près, d'individualiser en fait les problématiques du télétravail, parce que l'essence du télétravail, c'est l'agilité, c'est la souplesse, c'est l'hybridation. Si on commence à le rigidifier dans un accord, mais vraiment c'est tout le débat que je pose. Évidemment, ça va, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas légiférer. Ça manque de souplesse. Évidemment, mais dans la législation, il faut adapter cette souplesse. C'est pas antagoniste. Mais vous m'avez pas répondu tout à l'heure. C'est pas antagoniste, on n'oppose pas Non. ce qui pourrait être un accord national interprofessionnel et la réalité du terrain des entreprises. Vous savez, quand on utilise le terme dialogue social de proximité, mais c'est quoi? C'est les CSE, c'est les commissions santé et sécurité au travail, c'est tout ce qui vit dans les entreprises où il y a les représentants des salariés, les représentants de l'employeur, et franchement, ça marche très très bien. Ce qu'on a vu au mois de mars, avril, ce qui a été dit tout à l'heure par Audrey Richard, c'est que si on a réussi à passer cette première période de confinement, en tirer des enseignements, faire des retours d'expérience, c'est parce qu'on a discuté dans les entreprises et qu'on a trouvé des solutions opérationnelles. Il ne s'agit pas de renégocier ce qui est de la prérogative de l'employeur. Bien sûr, on sait que l'employeur... Je vois la prudence que vous avez, parce que le problème du cadre rigide, c'est que ça va rigidifier. Oui, c'est souplesse. Et on entend l'inverse du côté des DRH qui disent, mais laissez aux entreprises la possibilité, l'intelligence d'action, ce qui est logique. Mais on sait faire les deux aujourd'hui. On a bien des dispositions qui sont dans le cadre du travail, du cadre du travail, et puis on a aussi des accords d'entreprise. Donc on voit bien la réalité. Elle fonctionne sur ces deux pieds. Alors le full remote, c'est intéressant parce que vous dites que c'est un bouleversement. En parlant avec des chefs d'entreprise, pas plus tard que tout à l'heure, ils nous disaient, mais nous, le full remote, au final, on n'a plus besoin vraiment de locaux, parce qu'on peut avoir des collaborateurs qui travaillent de Corse, qui peuvent travailler même de l'étranger. Il suffit d'avoir une très bonne connexion Internet et on continue à travailler. Est-ce que c'est, au-delà de ces questions syndicales, de négociation, de débat dans l'entreprise, est-ce que c'est pas un peu une révolution du travail qui est en train de s'enclencher? C'est une révolution fondamentale. Qui était déjà là, mais bien sûr. Le Covid n'a fait qu'amplifier, le télétravail n'a fait qu'amplifier ça. Mais sur le sens de l'entreprise, ça change complètement, puisque le travail devient déconnecté de l'entreprise. Le sens du lieu travail, physique. Lieu physique. Le travail n'est plus un lieu et devient un moment, un temps dans la journée. Donc vous imaginez on pourrait approfondir. J'ai cru que tout s'effondrait. Non, c'est rien. Le sens de l'entreprise change, le sens du travail bien sûr aussi, puisque le télétravail domestique, le travail en travail, ça met le travail au milieu du foyer, c'est-à-dire que la vie n'est plus simplement ce qui reste. Vie privée, vie professionnelle, tout s'imbrique. Tout s'imbrique, donc le travail devient un moyen au service de la vie, ce qui lui redonne tout son sens. Bref, donc sur tous ces aspects-là... C'est pour ça que les syndicats salariaux et patronaux sont un peu réticents, parce que cette vieille structure de l'entreprise, avec ses murs, avec ses règles, disparaît, se dilue doucement. Oui, se dilue doucement, mais c'est pas du tout négatif. Quand on dit qu'il n'y a plus d'espace collectif, que les gens vont être atomisés, à mon avis, c'est faux. Là, en période de confinement, bien sûr. Mais les espaces de coworking, les entreprises, les hôtels, les chaînes d'hôtellerie qui se transforment en bureaux, il y a des innovations fantastiques qui sont en train de pallier aux inconvénients du télétravail qu'on rencontre dans cette période de confinement. C'est la fin du travail tel qu'on le connaissait au XXe siècle, puisqu'on est rentré dans le XXIe siècle, on est encore des jeunes habitants du XXIe. Ce travail du XXe est en train de disparaître au profit, alors souvent la critique du MEDEF, c'est de dire, mais attendez, ça marche que dans des boîtes du tertiaire avec des jeunes qui viennent à vélo, c'est la nouvelle génération Google. Pas forcément. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu une avancée, une modernisation, et les entreprises ont gagné, ce qu'on a pu voir, environ 2 ans sur leurs évolutions techno et leur raisonnement. Je vous rejoins, en fait, ça a accéléré tout ça. Vous-même, DRH, vous êtes forcément en train de réfléchir. Et donc, on doit repenser l'organisation du travail, le lieu de travail. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. À la NDRH, ce qu'on constate, c'est que pas mal d'entreprises travaillent sur des projets de fermeture de sites. Donc, c'est vrai qu'on se saisit aussi de cela pour penser les choses autrement. Moins de salariés dans les locaux. Ce n'est pas forcément négatif, c'est une autre façon de travailler. Juste un point quand même, je pense qu'il faut vraiment avoir en tête des entreprises avec des populations qui ne peuvent pas télétravailler.
Il faut avoir vraiment ces deux facettes. Qui ne peuvent pas. Qui ne peuvent pas parce que par obligation professionnelle. Qui ont des ateliers de production, par exemple. Emploi posté dans des usines, c'est logique. Simplement, moi j'étais il y a quelques jours chez un horticulteur. On se doute bien qu'il n'est pas télétravaillable. Bon, c'est la réalité de beaucoup de Français et beaucoup de Françaises. Donc il faut qu'on prenne en compte ces dimensions-là. Je crois que, en fait, on voit bien que dans ce qui a été évoqué, on distingue très clairement l'effort exceptionnel que nous faisons dans une situation sanitaire exceptionnelle. Oui, il faut nous confiner, il faut nous protéger les uns les autres, limiter les interactions sociales. On est à 3,7, Laurent Psachaty. 3,7 seulement. Eh bien, on n'est pas arrivé à 5. La réalité aussi, c'est qu'il y a des activités non télétravaillables et que certaines peuvent justifier d'être présents en entreprise et d'autres pas. Là où on a encore des marges de progrès, vous l'avez souligné tout à l'heure Arnaud Ardouin, c'est qu'il y a effectivement des entreprises où il faut qu'on puisse poser, et c'était bien l'objet des propos d'Elisabeth Borne et de moi-même et des sorties que nous avons faites et nous continuerons à faire, bien rappeler que tout ce qui est télétravaillable doit être télétravaillable. Il n'y a pas d'exception en la matière. Qu'on soit clair, c'est l'inspection du travail qui a fait de la pédagogie, c'est ce que vous disiez en visitant AXA, mais elle va changer de ton, l'inspection, elle va aller dans les bureaux concrètement, elle en a les moyens, parce qu'on dit souvent qu'il y a peu de moyens pour l'inspection du travail, elle a les moyens de pousser les portes des entreprises. Mais vous savez, moi je crois beaucoup au contre-pouvoir interne. Quand on a parlé ensemble ici du rôle des comités sociaux et économiques, c'est bien parce que c'est un contre-pouvoir interne et c'est un lieu d'échange, et vous savez, je le défends, un lieu d'échange apaisé. Mais je ne suis pas naïf, je sais bien qu'il y a des entreprises où ce n'est pas toujours comme ça. Eh bien oui, il y a des organismes de contrôle et on a avec Elisabeth Borne passé des instructions très claires à la directe. Mais encore une fois, je le redis, le sondage Harris le montre, ce sont aujourd'hui les entreprises qui portent les choses et qui le font bien, très majoritairement. Si je peux me permettre, il y a eu un petit changement de ton quand même, parce que vous aviez été très très dur, Elisabeth Borne en particulier, mais vous aussi, en disant attention, les entreprises ne jouent pas le jeu. Il y a eu des reportages, je l'évoquais au début de cette émission. Là, j'ai l'impression que vous êtes en train d'adoucir le ton. C'est parce que les chiffres sont meilleurs, c'est parce que... Qu'est-ce qui se passe ? Les entreprises se sont mis en route, en mouvement. Moi, j'ai insisté sur un point et je continue à le faire. Je le dis, discutons au sein des entreprises. C'est dans l'entreprise qu'on arrive à trouver les meilleures solutions. C'est la responsabilité de l'employeur. Certes, c'est de mettre en place le télétravail à chaque fois que c'est possible, mais c'est aussi de vérifier qu'il y a bien les gestes barrières, de vérifier que dans les locaux sociaux, les lieux de restauration collective, on est bien à distance les uns les autres, qu'on est bien dans une disposition en quinconce, qu'il y a bien du gel hydroalcoolique, qu'il y a des sens de circulation qui sont faits. Et aussi, je ne l'ai pas dit encore, mais ça a été évoqué notamment pour tous ceux qui travaillent sur des activités qui sont non télétravaillables. On peut aussi modifier l'organisation des horaires. On doit le faire de manière à éviter d'avoir des arrivées massives sur des postes de salariés qui vont se retrouver avec des phénomènes d'entonnoir dans des locaux sociaux, des lieux d'entrée. Ceci étant, ce n'est pas votre portefeuille, mais il y a une très grande entreprise publique qui s'appelle l'Éducation nationale, et là aussi on a vu des images incroyables avec des cantines bondées, des entrées de lycée. Là, on se met à faire du temps partagé, c'est-à-dire en visio et en présentiel. Ça aussi, c'est important, j'imagine, parce que là aussi, il y avait des risques de contamination chez ces lycéens. Juste un mot là-dessus, parce que j'ai fait la rentrée chez moi à Armentières, voilà, au collège, d'abord parce qu'il y avait un temps important à la mémoire de Samuel Paty, mais ça m'a donné aussi l'occasion d'échanger avec les élèves. Bon, bien sûr que quand on a une image où on voit beaucoup de jeunes qui arrivent à la cantine, et cette image-là, elle fait le tour des réseaux sociaux. On ne va pas vous montrer les centaines d'autres images où il y avait une bonne organisation. C'est pareil pour les entreprises dans ce cas-là. 4 ans dans l'éducation nationale, je sais ce que c'est que d'accueillir des jeunes adolescents qui ont faim et qui se retrouvent à 12h30 à l'entrée de la cantine. Oui, bon, on a tous été lycéens, oui, c'est vrai. Mais moi, j'étais un peu plus que lycéen, j'y ai travaillé, et donc je vois bien ce que c'est. Bon, donc, alors, regardons les choses. Très franchement, il y a beaucoup plus d'endroits où ça s'est bien passé, et vous savez que Jean-Michel Blanquer a sorti récemment un protocole revisité qui permet notamment les alternances de présentiel et distanciel dans le lycée, de manière à alléger aussi la présence. C'est du télétravail hybridé, ce qu'évoquait l'étude de la NDRH de septembre en disant c'est un 3-2 jours, sauf qu'on ne peut pas l'adapter aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec ça ? Non, voilà, c'est beaucoup plus contraignant aujourd'hui, mais avec cette possibilité, si nous avons un collaborateur qui se sent trop isolé ou qui a une problématique particulière, celui-ci, on le rapatrie. C'est bien de la responsabilité du DRH de lui dire, eh bien, reviens sur site, reviens
une journée, évidemment avec les consignes, peut-être quand il y a dans certaines entreprises des pools de véhicules, peut-être en lui prêtant un véhicule. Vous savez, les innovations sur le terrain, on les voit tous les jours. Donc ça permet de trouver des solutions à ces collaborateurs qui en ont besoin. Sur la question du travail et de la façon dont on repense ce travail, on reviendra jamais en arrière, ou est-ce que c'est un peu comme l'élastique qu'on tire, c'est-à-dire qu'il ne revient jamais à l'endroit où on l'a tiré au départ? L'histoire des idées, dès qu'on a octroyé une liberté, on n'est jamais revenu dessus. C'est un peu, enfin, trouvez-moi un contre-exemple, j'en ai jamais vu, et pourtant on a cherché. Donc là, c'est impossible qu'on revienne sur le télétravail. On passe d'un extrême à l'autre, on va ajuster, on va adapter, mais c'est clairement la nouvelle façon de penser le travail et de repenser le sens de son travail. La relation au manager, parce que là, c'est très... Ça change. Ben oui, parce que ils sont pas là, ils savent plus comment faire, ils ont plus leurs équipes. Oui, mais ils n'existent plus, quoi. C'est aussi ces moments de rupture qui sont des moments de progrès, comme en science. Il faut un moment, une grande rupture pour avancer. On est dans une rupture. Exactement. Et donc là, on était, si je caricature un peu, le management par le contrôle devient un management par la confiance. Et c'est pas simplement un beau mot philosophique. C'est très concret, un système de rémunération différent, du télétravail, un gage de confiance. Ça change tout. C'est pour ça que les salariés plébiscitent beaucoup le télétravail, c'est que c'est un autre rapport à son manager, qui devient plus un contrôle permanent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle dans l'entreprise. Mais là, on est dans l'échange. Ça devient une ressource, ça devient un gage de confiance. Vous êtes d'accord ? On est dans l'échange, on est dans la confiance. C'est que des mots philosophiques où là, vos DRH vous disent, de toute façon, il faut y aller, quoi. Déjà, premièrement, on a formé et on forme les managers sur le management à distance. Et en effet, là, ça change beaucoup. Il y a un peu de travail, parce qu'ils s'en plaignent, les managers. Voilà, tout à fait. Il y a du travail, mais ça se poursuit dans les entreprises. Et après, la base de ce nouveau management, il est sur la confiance, sur je vais t'aider si tu as un problème et je vais du coup mettre la main dans ton activité pour t'aider. Confiance, collaboratif, c'est toutes ces dimensions qui sont importantes aujourd'hui. Juste pour faire écho à ce que disait Laurent Pietraszewski, je trouve que le ton s'adoucit un peu. Le gouvernement est parti très très fort, a tapé très fort. Je ne veux pas répéter ce que j'ai dit. Puis là, dans votre discours, on sent quand même qu'il y a l'idée qu'il faut retravailler, avancer, ça va mieux. Ça vous a un peu agacé ce ton un peu père fouettard sur l'entreprise en disant attendez, l'entreprise fait pas son boulot, nous on va aller chez vous. Ça vous a pas... Je vois Laurent Pietraszewski qui me regarde, mais ça vous a agacé ou pas, les DRH, en disant attendez, on sait ce qu'on a à faire. Nous, ça nous a en effet un peu perturbé. J'ai dit agacé. Agacé dans la mesure où les DRH, comme je le disais en introduction, c'est de leur responsabilité que juridiquement. Cette santé, sécurité. Donc, et quand tout le monde est revenu après le premier confinement, quand tout le monde questionnait en disant mais est-ce que les entreprises sont prêtes ? Bien sûr qu'elles étaient prêtes avant l'heure, parce qu'elles ont ce souci de sécurité pour leurs collaborateurs. Enfin, donc, prêtes plus ou moins d'ailleurs. Pardon ? Plus ou moins prêtes, puisque quand on voit les chiffres, elles ne sont pas totalement prêtes au full remote. Sur les adaptations sanitaires. Donc oui, ça nous a un peu agacés. Maintenant, ce qu'on a cherché à dire, puisqu'on a ces remontées via la NDRH, c'est que dans la grande majorité, les entreprises respectaient. Après, je vous rejoins, on a des bulles de secteurs qui peuvent surfer un peu sur la vague, ou des zones géographiques en France qui, en effet, ne respectaient peut-être pas les 5 jours sur 5. Mais ça s'expliquait. Quand on a un collaborateur qui indique à son employeur qu'il vient dans son entreprise, qui est une petite entreprise... Une PME, TPE, c'est compliqué. Voilà, une petite entreprise qui vient en voiture, qui va rentrer chez lui déjeuner et que dans les bureaux, il n'y a quasiment personne. Voilà, on peut aussi adapter, et certaines structures ont adapté. Mais vraiment, je le répète, en grande majorité, les entreprises ont joué le jeu. Laurent Pietraszewski, vous qui observez aussi de l'intérieur ce monde du travail, vous aussi, vous voyez cette mutation et ce caractère irrémédiable à ce changement ? Oui, d'une manière, et malgré les freins des syndicats patronaux, salariaux, qui d'une manière ou d'une autre essaient de garder la main, pour le dire un petit peu cash. Oui, en fait, ça me donne l'occasion de revenir sur un point. On voit bien qu'il y a la nécessité de se projeter dans une nouvelle organisation du travail lorsque nous serons sortis de cette crise sanitaire. Mais que durant cette crise sanitaire, le message du gouvernement, il ne peut être qu'un message de protection totale vis-à-vis des salariés. Donc jouer le jeu. Il n'y a pas de place pour un compromis. Il n'y a pas de compromis avec la sécurité et la santé des salariés. C'est pour cela que nous sommes extrêmement clairs sur ce que nous attendons à la fois des employeurs, mais aussi des salariés dans cette période de crise sanitaire. C'est-à-dire d'être à chaque fois que la tâche le permet en télétravail. Après,
ce que vous avez évoqué, c'est la transformation. La transformation le monde de notre demain. rapport, effectivement, au travail. Et par un point qui est relativement évident, c'est celui du lieu où on exerce cette activité. Eh oui. Et Julia de Funès, tout à l'heure, nous a parlé un petit peu de ce qu'on pourrait dire les tiers-lieux. On peut se retrouver, Le coworking, à les Lille, espaces partagés. j'allais dire à Lille chez moi, mais c'est vrai ailleurs. Hein, c'est chez sais vous, bien. oui, enfin, c'est votre... Voilà, mais eh bien, il y a pas mal d'endroits où on fait, pardon pour le terme, du coworking. Il y en a même à Bois-Grenier, juste dans ma campagne. Ouais, des petits espaces ruraux. Eh bien, on peut se retrouver. C'est pas possible aujourd'hui, puisque le but, c'est de se protéger, de limiter les interactions sociales. Mais dans une construction raisonnée, apaisée et encadrée du télétravail demain, tout cela doit avoir de la place. Ça va être passionnant pour la philosophe que vous êtes, qui s'intéresse à l'entreprise, d'observer ces transformations. J'imagine que c'est l'objet d'un prochain livre. C'est une mine. Ah bah c'est une mine d'or. Tout est mine d'or pour la philosophie. Et quand on dit ce sont des mots philosophiques, sous-entendu, c'est des choses... Ouais. C'est abscon, quoi. La philosophie est très concrète, elle pense le réel. Enfin, pour moi, c'est la vision que j'ai de la philosophie. Donc là, c'est un terrain de jeu, en tout cas de réflexion fantastique sur tous les enjeux, parce que ça dépasse, le télétravail dépasse le cadre de l'entreprise. C'est vraiment un impact sur la vie globale de l'individu. Mais tout à l'heure, on avait une entreprise qui fait des portants de bébés, donc qui allègent la souffrance des mamans pour porter leurs enfants. Et il est passé à la semaine des 4 jours. Et je lui disais, mais vous vous sentez patron? Et il m'a dit, j'ai mis 2 thérapies. J'ai 2 thérapies avant d'accepter le fait d'être patron. Est-ce que ça ne remet pas aussi en question cette espèce de hiérarchie très pyramidale? Le patron, les managers, on décide. Est-ce qu'on n'est pas en train de passer à l'horizontalité avec ce télétravail? Ça me désole, parce que je ne suis pas du tout pour la transversalité. On a honte d'être patron, on a honte de l'autorité, on a honte d'être un chef. En France, il y a eu une crise de l'autorité. Il faut un chef. Des années 68. Bien sûr qu'il faut de l'autorité, bien sûr qu'il faut un chef, sinon on mène des équipes nulle part. Ça ne veut pas dire être autoritariste, rigide, vertical à tout prix, mais l'entreprise totalement libérée, à très grande échelle, ça ne marche pas. J'osais pas le citer, vous avez vu. L'éducation nationale entreprise libérée, ça va être bien déjà. Non, c'est pas possible. Un peu d'ordre. On est passé du tout vertical, du management très liberticide presque, à l'entreprise parfois trop flat, trop transversale, trop libérée. Je pense que le juste milieu est bon. Une entreprise libératrice qui laisse de l'autonomie aux collaborateurs, qui va justement individualiser les choses. Mais bienveillante, on entend beaucoup ce mot. Ça vous aimez pas? Non, mais je fais exprès. Oui, je jette des mots pour... oui, mais là, vous m'énerver. Parce que la bienveillance, c'est le buzzword. Il y a 2 ans, c'était bienveillance. La bienveillance, c'est un mot magnifique. Sauf que trop souvent, on la confond avec la complaisance et que sous prétexte d'être un manager bienveillant, on n'ose rien dire à ses collaborateurs. Et là, on n'est plus un chef, justement. Être un chef, c'est avoir le courage de dire, le courage de faire. Vous le saviez mieux que moi. Et la bienveillance, bien sûr, mais la bienveillance, elle suppose la confrontation. C'est pas le conflit, la confrontation. Si on se confronte, on n'est pas d'accord. C'est pas une humiliation. Et on crée un espace de réflexion au milieu. C'est ça la vraie bienveillance. Si vous faites preuve de bienveillance envers moi, là, vous allez me dire, je suis pas d'accord avec votre argument. C'est de la bienveillance parce que, 1, vous m'aurez écouté jusqu'au bout. 2, vous je suis m'aurez plutôt fait d'accord. progresser. Alors là, je suis faillot dans ce cas-là. Vous m'aurez fait progresser aussi et on progresse ensemble vers une idée plus juste. Vous télétravaillez? Comment ça se passe? Vous êtes bienveillant comme DRH? Audrey Richard? Je suis bienveillante. Je suis bienveillante, mais moi non plus, j'aime pas ce mot-là. Je pense qu'il faut miser sur la confiance. Aujourd'hui, l'autonomie, le respect et la confiance. Bien sûr. On télétravaille dans un ministère? Bien sûr qu'on télétravaille. Et d'abord parce qu'on montre l'exemple. Bah oui. Et en même temps, on est aux commandes, parce que le gouvernement est en responsabilité. Il doit pouvoir réagir et agir vite. C'est pour ça que je suis aussi dans mon ministère. Voilà, et c'est pour ça que mes collaborateurs, à chaque fois que la tâche le permet, télétravaillent et au ministère du Travail, et particulièrement au secrétariat d'État pour la santé au travail, c'est le cas. Je ne vous demande pas si vous êtes un ministre bienveillant. Moi, j'ai ça pas vous peur agace le mot bienveillant? Les mots me font... La nounou. Les mots ne me font pas peur. Moi, je pense qu'on peut montrer beaucoup d'intérêt pour ceux avec qui on travaille, et leur montrer beaucoup d'intérêt, c'est effectivement les écouter, mais aussi leur faire un retour sur ce qu'on attend d'eux, et tout ce qui va bien, et puis tout ce qui peut aller mieux. Mais ça, c'est la vraie vie. J'ai envie de dire, on peut tous vivre ça aussi dans nos vies familiales, personnelles, amicales. Peut-être c'est juste une façon normale de vivre. C'est une éthique de vie. Voilà. Ça vous va? Oui, parce que je vous ai énervé là, à la fin de cette interview. Ça me va très bien, mais c'est cette mode langagière qui est parfois un peu facile.
ce qui changerait tout sans rien changer. Édition de l'Observatoire, je n'avais pas cité votre éditeur, ça c'est votre dernier livre, puis tous les autres sont passionnants, notamment celui avec Nicolas Bouzou. Aux mêmes éditions, vous êtes fidèle à l'Observatoire. Merci Laurent Pietraszewski, en charge de ces questions, secrétaire d'État en charge de l'insertion et de la santé au travail. Le message est passé en tout cas sur ce plateau. Et merci à Audrey Richard, la présidente de l'ANDRH, l'Association nationale des DRH. Allez voir sur leur site, il y a une étude passionnante que vous aviez présentée ici sur ce plateau en septembre dernier sur la productivité. On ne l'a pas évoqué, mais on produit bien en télétravail aussi. Merci de nous suivre. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures à la rencontre de nouveaux invités. D'ici là, portez-vous bien et télétravaillez. Vous avez compris le message du ministre, je pourrais dire le contraire. Bonne journée et restez fidèles à nos programmes. Bye bye.